s'il vous plaît. Merci. Peut-être pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et, puisque c'est une introduction à la soirée Teilhard de Chardin, pourquoi le choix de cette... Oui, je reprends mon souffle. C'était les derniers préludes de Chopin. J'ai pris la fin. Oui, pour moi, c'était une évidence, mais c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer. La pensée de Teilhard, c'est un homme qui est né au 19e siècle, on l'oublie, parce qu'il a été très à la mode dans les années 1950-1960, mais c'est son idée c'est le 19e siècle, c'est un siècle qui a cru au progrès, et c'est une idée qui vient de là. Et cette œuvre de Chopin, elle a été écrite, c'est un cahier. Bach avait écrit des préludes et fugues, il en a écrit pour le clavier bien tempéré, il a écrit un cycle, il en a écrit 24, il explore toutes les tonalités, et quand il a commencé le premier cahier, il en a écrit un autre, il explore à nouveau les tonalités. Là, Chopin entreprend les 24 préludes, c'est pas un cahier, c'est pas un cycle, c'est un voyage. Il part de la tonalité en do majeur où il n'y a aucune altération, aucun dièse, aucun bémol, et il voyage, il traverse toutes les tonalités avec des dièses, et à un moment, il arrive au milieu du cahier, il y a un renversement par une harmonie, et là, il explore les tonalités avec les bémols en retirant des bémols. Et bon, pour moi, peut-être que j'ai lu trop de Teilhard, mais j'y voyais un peu la mystique qu'il y a dans le milieu divin, où il y a deux parties dans la vie, les activités, les passivités. Donc, et en fait, ce fait que dans la deuxième partie de sa vie, on va rejeter toutes ces enveloppes qui nous... Voilà, Chopin retire des bémols au fur et à mesure, et on arrive à la fin, non pas quelque chose de moins qu'avant, de quelque chose d'encore plus profond et plus dramatique. C'est pas parce qu'on s'est dépouillé de l'épaisseur matérielle qu'on est moins. Mais bon, là, on commence peut-être trop fort dans la philosophie. On va peut-être revenir plus à Teilhard de Chardin, parce qu'il a été très à la mode, mais est-ce qu'il est si bien connu que ça? C'est peut-être pas certain. Eh bien, nous allons faire sa connaissance ce soir grâce à vous. Alors, on va peut-être commencer par vous. Vous êtes concertiste, donc, je vous remercie, docteur en histoire contemporaine, écrivaine et documentaliste de la Fondation Teilhard de Chardin. C'est un parcours riche, varié. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur vous, sur vous-même, et peut-être nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Teilhard de Chardin en tant qu'historienne contemporaine? Alors, c'était en 2019, justement au mois de décembre, je soutiens une thèse sur la vie posthume, une thèse d'histoire sur le Teilhard qui a été à la mode entre 1955 et 1968. Et, donc j'ai étudié un phénomène, le teilhardisme, qui a existé, réellement existé, pour le meilleur et pour le pire. Et ce qui m'intéressait, c'était la période, les années 1950-1960. J'avais travaillé au moment du master d'histoire sur des prêtres qui quittaient le magistère, beaucoup à la suite de l'encyclique Humani Generis que Pie XII proclame en 1950. Et il y en avait qui disaient on n'aime pas ce qui arrive à Teilhard. Donc je me suis dit qui est Teilhard? Et en fait, je pensais étudier des prêtres qui se meuvent dans les marges. Et j'ai découvert en faisant cette recherche que c'était une affaire de génération. Les prêtres qui ont été formés après 1931, il y a une constitution Deus Scientiarum Dominus qui dit qu'il faut instruire les prêtres davantage. Et donc la génération de Teilhard ne quitte pas aussi facilement que ceux qui ont été formés après. Donc c'était un phénomène vraiment intéressant. Donc les années 1950, les années 1960, et surtout en France, les théologiens français sont à la pointe de l'invention, et dans une église qui est là depuis des siècles, tout ce qui est invention peut faire un peu peur. Donc ça, c'est le parcours universitaire. Mais peut-être que vous vous demandez comment on arrive Oui, en fait, je pense que c'est assez clair, effectivement, pourquoi vous êtes intéressé effectivement à Teilhard. Alors, ça a commencé, en fait, moi, je voulais être pianiste, c'était le début. Hein. Je vous ferai une version abrégée, parce que sinon, ça peut être un peu long. Donc, j'ai tout de suite, dès que j'ai pu parler, j'ai demandé un piano à mes parents, et ils m'ont tout de suite acheté un piano à queue. Il était orange, tout petit comme ça, avec les touches blanches, les touches noires étaient peintes. Et bon, je jouais avec ça, et j'ai appris à lire les notes de musique avant d'apprendre à lire.
parce qu'il y avait une partition qui était fournie avec, donc je m'amusais avec ça. Donc j'ai appris la musique avant la lecture. Bon, j'ai eu un vrai piano après, par la suite, et le conservatoire était pour moi une découverte extraordinaire. Bon, j'habitais dans un quartier qui n'était pas très stimulant intellectuellement, donc c'était l'occasion de sortir, de faire autre chose. Et il y avait un professeur de piano, Monique de Chaussée, qui venait régulièrement à Tarragone, là où j'habitais, nous faire des masterclass, et elle nous parlait de l'énergie contenue dans la matière. Moi, ça me fait sourire maintenant, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout à Teilhard, ni à quoi que ce soit, mais voilà, elle nous apprenait aussi que il fallait d'abord s'attacher au texte et que ce qu'on allait jouer passait par des muscles, des articulations, et qu'il fallait une technique irréprochable avant de pouvoir rendre la partition. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai dit à mes parents que je voulais aller à Paris travailler avec Monique Deschaussée. J'avais 18 ans. Et j'ai découvert ce jour-là qu'on était pauvres. Je ne savais pas. On avait manqué de rien. On partait pas en vacances, mais tant que j'avais mon piano, moi, ça me suffisait. J'ai appris qu'on avait gardé la même voiture pendant 20 ans parce qu'il m'avait acheté un piano. Enfin, et là, je ne sais pas si vous aimez les jolies histoires. Il y en a une. Il y a eu un miracle. C'est que j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir partir. Et je m'inscris à un stage de chant grégorien qui avait lieu dans un monastère aux alentours, à Saint-Escréus. Et là, c'était un ancien moine de Cîteaux qui faisait le cours de chant grégorien. Il venait avec son orgue et il avait laissé traîner une partition sur un manuscrit. Et je me mets à déchiffrer ça, il se renseigne et on lui explique, voilà, elle veut aller faire des études en France et elle ne peut pas. Il n'y a pas les moyens. Bon, moi, je ne parlais pas français, hein, je ne pouvais pas communiquer avec lui. Le stage se termine, il rentre chez lui et au bout d'une semaine, il téléphone à la maison en disant tout est arrangé. Donc c'est ma mère qui a pris le téléphone. Et il avait trouvé à Reims, là où il était prêtre, des familles qui étaient prêtes à m'accueillir et je pouvais aller jouer du piano. Je prenais le train une fois par semaine pour les cours et voilà, c'était un homme d'une grande générosité. Il était très, très, très vieux. Il avait au moins 75 ans. Alors, quand on en a 18, moi, je le trouvais très, très vieux. Et j'ai étudié après ce phénomène-là. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans la vie d'un homme qui s'engage avec ferveur dans cette vie consacrée. Voilà, il me disait, je ferme la porte. Le dimanche, la messe se termine et chacun rentre chez soi. Et moi, je vais où ? Donc, il avait besoin d'une cause à défendre. Et donc, il m'a aidé, il m'accompagnait à Paris et il veillait à ce que je manque de rien pour que je puisse étudier. Bon, c'est lui qui a baptisé après, quand je me suis mariée, il a baptisé les enfants. Enfin, c'était le grand-père de la famille. Donc, voilà comment ça s'est fait. Mais c'était vraiment la musique. J'ai enseigné au conservatoire, j'ai donné des concerts. Après, il y a eu une période, on parle beaucoup, les Teilhardiens connaissent le baptême dans le réel. C'est une expression qu'on connaît, hein, c'est le Teilhard sur le front. Oui. Bon, j'ai eu mon baptême dans le réel. C'est entre la musique et l'histoire, il y a une période. Je n'ai rien fait de plus difficile que d'être mère de famille. Ça, c'est c'est un acte militant. C'est très, très important. Et d'ailleurs, ça m'a servi quand j'ai financé mes études d'histoire en faisant des visites guidées à l'Office de tourisme de Reims. Et on m'a demandé si j'avais de l'expérience. Je dis, écoutez. J'ai expliqué ce que je faisais avec les enfants et j'étais engagée. C'était visiblement, c'était important. Et donc les enfants, j'aimais bien aussi ce côté où j'avais changé de pays. Je voulais qu'ils aient une ouverture. Et je prenais des filles au pair, pas tellement pour me faire aider, bien sûr ça aide, mais je voulais qu'ils voient d'autres pays, d'autres langues. Et c'est une jeune fille au pair polonaise qui m'a encouragée à m'inscrire à l'université parce qu'elle avait beaucoup de mal à apprendre le français. Elle me faisait les listes de courses en polonais. Donc, moi, j'arrivais au supermarché, alors śliwki, morele, groszek, marchewka. Bon, c'était... Et elle me voyait apprendre. Elle me disait, mais allez à l'université. Je dis, mais non, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai 20 ans de plus que les autres. Donc, c'est cette jeune fille qui m'a encouragée. Alors, historienne. Oui, mais je ne savais pas quoi. Je dis, qu'est-ce que je vais étudier ? Je ne veux pas faire médecine, je suis trop vieille, je vais tuer quelqu'un. Il faut quelque chose d'inutile. Vraiment, quelle est la discipline la plus inutile ? Et j'ai pris histoire, je me croyant que ça allait être tranquille. Et en fait, ce n'est pas inutile du tout, déjà. Et ça ouvre l'esprit. Je dirais que j'ai appris à lire
à lire les textes, à lire les gens, et on commente les documents, et la vie elle-même est un immense commentaire de documents. Très bien. Et alors justement, lire Teilhard, et donc vous avez effectivement ce livre, cette bibliographie de Teilhard. Il y en a beaucoup. Je vous cite d'ailleurs, effectivement, dans le livre, vous dites chaque année amène sa bibliographie. Donc, et vous en citez, effectivement, il y en a moins une vingtaine. Et donc, vous vous livrez un exercice difficile, c'est une nouvelle biographie. Et alors, peut-être, c'est intéressant, d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre, pourquoi une nouvelle biographie et en quoi elle change, en fait. Alors, je voulais publier la thèse sur le teilhardisme. Je rencontre l'éditeur et je lui explique qu'il y a un moment Teilhard. Et qu'on soit ici le prouve. Un centre qui s'appelle Teilhard de Chardin aujourd'hui, c'est qu'il se passe quelque chose. Je lui explique qu'on va rééditer l'œuvre, qu'il a été cité par le pape. Enfin, et l'éditeur a été tellement convaincu qu'il y avait un moment Teilhard, il me dit c'est formidable, vous allez nous écrire une biographie. Je dis mais c'est pas ça du tout que je voulais. Et puis il y en a beaucoup trop, et en y réfléchissant, il n'y en avait pas tant que ça. En fait, ce que j'explique dans le livre, c'est cette vague qui suit le teilhardisme. La première biographie, il y en a une qui n'a pas vu le jour, qui a été commandée à un père jésuite, qui a fini comme on lui avait demandé le 10 avril 1956. Et puis quand sa biographie a été écrite, on lui a dit que c'était trop tard. Donc elle n'a pas été publiée. Je dirais que le premier écrit biographique, c'est celui de Marguerite Teilhard-Chambon, quand elle présente les lettres de voyage et elle les relie par du texte. C'est une forme de raconter la vie de Teilhard en le faisant parler lui-même. Mais vraiment, la première biographie, c'est 1958, Claude Queneau. Mais c'est une biographie qui est fille de son temps. Il y a des personnes qui ont demandé à ne pas être citées. Donc, il va être critiqué en disant « Monsieur Queneau ne sait pas écrire, il ne cite pas ses sources ». C'est qu'il voulait être discret. Imaginez, au moment où il parle du testament de Teilhard, Jeanne Mortier n'est pas citée, c'est quand même la légataire. Ce n'est pas qu'il ne savait pas. Henri de Lubac apparaît nulle part dans la biographie de Claude Queneau. Donc, c'est des biographies qui sont dans leur moment. Et c'est une vague qui monte jusqu'en 1962. Et le point culminant, il y a un magnifique livre de Henri de Lubac et un qu'on m'a passé tout à l'heure, là, que je n'ai pas encore lu. Bon, j'avoue que celui-ci n'était pas à la Fondation. C'est 1962 aussi, on voit de tout. Donc il y a des gens pour, il y a des gens contre, et c'est pas comme ça qu'on fait une biographie. Il faut pas avoir quelque chose à défendre. Et la mode passe. Il y a une forme d'éclipse de Teilhard de Chardin. Et on voit revenir des biographies à nouveau, mais ce n'est pas Teilhard qui est à la mode, c'est le genre biographie. Il y en a des centaines dans les années 1980-90. Donc au tournant du 19e au 20e siècle, il y a à nouveau une série de biographies. Et il y en a une que j'aime tout particulièrement, c'est Édith de la Héronnière. Elle est très très belle, mais elle n'est pas historienne, ce n'est pas son but quand elle écrit sa biographie. Et c'est vrai que l'éditeur avait raison de m'inciter à l'écrire. Alors, ce qui était difficile, c'était de faire une biographie pour celui qui ne connaît pas du tout Teilhard. Il fallait qu'il y trouve tout l'essentiel, ne pas se perdre dans des détails. Mais pour celui qui connaît déjà beaucoup, il fallait du neuf. Et là, évidemment, l'ouverture des archives romaines, c'était le document à saisir. Donc, ces archives... il faut savoir que chaque pape peut ouvrir les archives du pape précédent. Mais ce système s'était arrêté à Pie XII. Et donc les archives Pie XII ont été ouvertes. Le pape François a déclaré qu'on pouvait aller les consulter au début de l'année 2020. Et très peu de temps après, on était tous confinés. Donc ça, c'est terrible, parce que si c'est fermé, mais savoir que c'est ouvert et qu'on ne peut pas y aller, ça, c'est vraiment très difficile. Et une fois que c'était ouvert, c'était difficile aussi parce qu'il y avait une place sur deux, des consignes sanitaires. Au Saint-Office, il y avait une personne qui venait, j'y suis allée au mois de novembre, il y avait quelqu'un qui ouvrait grand la fenêtre toutes les heures, pendant un quart d'heure, on était gelés dans ces archives. Mais bon... J'y suis allée à plusieurs reprises et j'ai demandé à consulter tous les documents où Teilhard était cité. Il y a un inventaire. Et tout d'un coup, un jour, je vois arriver un dossier épais. Il devait faire 20 cm, voire plus. Je tire sur la petite ficelle. Ça tombe un petit peu en miettes, la pochette. Ça s'ouvre et c'était le dossier Humani Generis qui n'avait pas été ouvert depuis 1950.
Donc Teilhard était bien cité, mais peut-être que vous avez des questions. On va y revenir, effectivement. Donc voilà, il y a du neuf. Il y a du neuf dans la biographie. Alors d'ailleurs, on va effectivement maintenant venir réellement au cœur du sujet, à Teilhard de Chardin lui-même. Et on va commencer par le commencement, ce que vous appelez le premier chapitre sur le sujet, qui est l'enfant rêveur, de l'enfant rêveur au jésuite épanoui. Alors on va peut-être pas rester très longtemps, mais c'est une période où déjà, et donc qui va grosso modo de sa naissance en 81 à la fin de ses études de jésuite, peut-être quelque chose déjà à nous dire sur Teilhard, parce que dans beaucoup de bibliographies, effectivement, on explique que déjà très jeune, il était assez, il avait déjà des idées très, très arrêtées, quoi. C'est un enfant fragile, un peu rêveur. Bon, je ne vais pas faire un résumé du chapitre, mais j'aimerais bien attirer l'attention sur un point, c'est sur la correspondance. Parce que je l'utilise tout au long du livre. Et, je me souviens, il y a 1 an, j'étais en train d'écrire cette biographie et j'étais partie pour les vacances de Noël avec toutes les lettres de Teilhard publiées parce que je ne lisais pas les recueils séparément. Je lisais toutes les lettres de l'année 34, les lettres de l'année 1935, voir qui fait quoi et où, et je les lisais tous en même temps. Et donc c'est un outil, mais c'est un phénomène. Il y a beaucoup, beaucoup de lettres et c'est là que ça commence, comme tous ceux qui sont allés à l'école, dans des écoles où on vous oblige à écrire à la famille toutes les semaines quand on est pensionnaire et qu'on en ait envie ou pas. À cette époque-là. Oui. Et donc, il commence chez les pères jésuites et les lettres sont lues. Parce que à la fin d'une des premières lettres, on voit le père supérieur qui dit petit Pierre va bien, il s'adapte. Donc voilà, c'est un exercice, c'est un phénomène qui commence là. Donc c'est une habitude qu'il a prise et il écrit toutes les semaines, tous les 15 jours. Et dès qu'il a des nouveaux amis tout au long de sa vie, il va toujours écrire beaucoup à tout le monde. Et il relance quand il n'a pas de nouvelles. Et ben, il va aller prendre des nouvelles d'un tel ou d'un tel. Et le phénomène, la correspondance commence là, vraiment petit. Et un deuxième point que je n'ai pas mis dans le livre, il y a un dictionnaire jésuite qui est sorti l'année dernière, ça s'appelle Les Jésuites, et il y a un article correspondance. Ce n'est pas un phénomène Teilhard, c'est un phénomène jésuite aussi. Le fondateur, Ignace de Loyola, dit que dans chaque lettre que des jésuites s'écrivent, ils ne sont pas 2, ils sont 3, il y a le Christ avec. Donc on n'écrit pas n'importe quoi ni n'importe comment. Et pour donner un exemple, il y a l'archiviste dans les années 1965, était harcelé par un biographe qui lui écrivait sans cesse. Et un jour, il n'en pouvait plus et il l'a envoyé balader. Et son supérieur lui dit « Mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes archiviste, d'accord, mais vous êtes jésuite. » Et il avait raison, je le comprends, mais il a fallu qu'il s'excuse parce que dans sa correspondance, il fallait qu'il y ait toujours le Christ. Donc c'est quelque chose qui commence dans ce chapitre-là. Très tôt, d'accord. On va donc effectivement passer à sa période. Donc il est ordonné en 14 août 1911 et il débute sa carrière de paléontologue en 1912 en rencontrant Marcelin Boule au Musée national d'histoire naturelle. Et avant de continuer sur sa carrière, il y a quand même une affaire connue sous le nom de l'homme de Piltdown, qui, je crois, alors qui commence à cette époque, hein, donc pour Teilhard, en fait, dans ses premières recherches, et je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc, pouvez-nous parler un petit peu de cette affaire Piltdown qui a mis très longtemps à être élucidée? Oui. Alors, j'en parle à 2 reprises dans le livre, et c'est un peu spoiler là. Et quand je l'ai présenté à l'éditeur, il me dit « Mais je ne comprends pas, Piltdown 1913, je croyais que c'était un faux. » Et je ne l'ai su qu'en 1953. Mais oui, mais c'est comme ça que les gens l'ont vécu. C'est une découverte. Bon, d'abord, Piltdown, c'est un lieu, c'est dans le sud de l'Angleterre. Il y a un terrain, une carrière, où on trouve des choses intéressantes. Teilhard, il a fait ses études dans le sud de l'Angleterre, mais là, il a déjà fini. Il est reparti faire des études à Paris. Et quand il entend parler de Piltdown, il retourne, il va voir qu'est-ce qu'on y trouve. Bon, j'ai voulu le prendre comme ça, parce que dans toutes les biographies, dès qu'on arrive à Piltdown, on vous dit que c'est un faux. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Les paléontologues, jusqu'en 1953, à chaque fois qu'ils faisaient une nouvelle découverte, ils se demandaient où est-ce qu'ils allaient la situer par rapport à Piltdown. Donc même le synanthrope, tout va être comparé par rapport à ce qu'on a trouvé à Piltdown. Et on a trouvé une mâchoire avec 2 dents attachées.
L'usure des dents semblait tout à fait l'usure humaine, la couleur. Et on a trouvé un bout de crâne. Alors malheureusement, la pièce qui relie la mâchoire au crâne, donc le condyle, était absente. Donc on n'a pas pu vraiment vérifier. Mais ça semble tout à fait plausible. Et donc les Anglais en étaient très très fiers. Ça manquait chez eux. Il y avait beaucoup de sites préhistoriques en France, et pourquoi pas chez eux. Donc ils en avaient besoin et ils le gardaient au British Museum, vraiment, ils n'exposaient que des moulages. Mais c'est une période où on aime beaucoup, on ne se rend pas compte maintenant, mais la paléontologie intéresse, la préhistoire. Arthur Conan Doyle écrit Un monde perdu. On invente Tarzan aux États-Unis. On va créer un institut de paléontologie humaine en 1910 à Paris. Donc, Piltdown, c'est quelque chose, en Angleterre, on aime beaucoup. On pouvait s'acheter des moulages pour 13 shillings et l'avoir chez soi. Donc, c'est un phénomène qui plaît beaucoup. Et Teilhard ça faisait partie de sa carrière. Il l'inscrit en 1948 dans ses titres et travaux. Donc, le document qu'on présente pour entrer au Collège de France, on doit présenter les titres et travaux. Bon. 1953. Il y a un chercheur, les Anglais étaient très fiers, les Américains avaient des doutes. Donc un chercheur américain qui va au British Museum, il dit, bon, on a maintenant des nouvelles méthodes de datation, est-ce que vous pourriez sortir les originaux pour qu'on puisse voir? Et on lui sort les originaux, il commence déjà à rire parce qu'on a fait beaucoup de progrès en recherche. Il se dit, non, mais qu'est-ce que c'est pas sérieux. Et Marcel Amboul avait toujours été sceptique sur ce point. Et donc, Teilhard dit, bon, effectivement, c'est une déception parce que c'était une belle aventure de jeunesse, mais non, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce Piltdown. Bon, donc les dates à retenir, c'est 1913 pour le début, 1953 pour... on découvre que c'est un des plus grands faux de l'histoire, mais... on va accuser les uns et les autres pendant des années jusqu'à le dernier article où on trouve vraiment le nom, 2003, où j'ai lu un article et on sait que c'est le manager sur le terrain qui était mal payé et qui se dit vous allez voir ce qu'on va voir, hein, on ne peut pas sous-payer les gens comme ça. Il a caché des fausses pistes. Et après, quand il a vu l'ampleur que ça prenait, il n'a pas osé le dire. Alors, ce qu'il faut pour dire on ne va pas faire que ce qu'il y a dans le livre, autant apporter des choses qui n'y sont pas. Jeanne Mortier publie par la suite l'œuvre de Teilhard de Chardin. Elle publie tout ce qu'elle a sous la main et à un moment donné, elle publie les titres et travaux de Teilhard. Donc ce document dans lequel il est à Piltdown. Et on sait que c'est un faux. Donc elle va voir l'éditeur et elle exige des éditions du Seuil qu'on retire la ligne où il y a Piltdown. Et l'éditeur dit mais non, mais si, mais vous comprenez, je reprends la vocation de Teilhard. S'il était là, il l'enlèverait. Mais oui, mais c'est l'auteur du texte, c'est pas. Donc l'éditeur refuse, elle insiste, elle les menace de retirer toutes les œuvres du Seuil. Et donc ils effacent la ligne Piltdown. Alors ça donne des arguments aux détracteurs de Teilhard, parce que on a découvert que c'était un faux en 1953. Mais si Teilhard ne le mettait pas dans son CV en 1948, ça veut dire qu'il savait que c'était faux. Est-ce qu'on comprend ce que vouloir rendre service à Teilhard en disant on retire Piltdown dans un document de 48 ne lui rend pas service. Donc, il y a différents facteurs qui ont fait que voilà, on a accusé les uns et les autres et ça a duré un certain temps. Alors, je pense que la meilleure solution, c'est celle qui fait un groupe de rock anglais qui s'appelle Piltdown Rides Again. Et ils ont fait une magnifique chanson. Vous pouvez, je pense qu'on trouve sur Internet, on trouve de tout, hein, Piltdown Rides Again. Et on peut écouter cette musique. On mettra la référence sur le site. Donc, nous voilà en 1914. C'est donc la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale qui démarre. Teilhard travaille au Musée national d'histoire naturelle. Il est il apprend la nouvelle. Il est dans les Alpes en train de faire des fouilles. Il revient tout de suite à Paris et il demande à être engagé non pas en tant qu'aumônier, puisqu'il aurait été officier donc loin finalement des hommes et il voulait être près des hommes. Donc il demande à être brancardier. Enfin, il demande à être au front, vraiment. Et donc, il se retrouve brancardier au 4e régiment de Zouaves, qui deviendra plus tard le prestigieux régiment de Mix, Zouaves et tirailleurs. Alors, il se retrouve dans un milieu totalement laïque, de confession totalement différente. Malgré tout, il est très apprécié.
Il fera preuve de beaucoup de bravoure. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet épisode de guerre qui aura été aussi très structurant par rapport à sa pensée, que ce soit par rapport à l'approche de la souffrance, l'approche du sacrifice, l'approche du partage aussi? Alors, brancardier, il n'a pas choisi, il est très déçu d'être brancardier. Mais bon, les clercs ne sont pas autorisés à porter les armes, donc on leur trouve d'autres occupations. Alors s'il y en a qui sont doués pour les traductions, on va les faire travailler plutôt de ce côté-là. Il avait un confrère jésuite qui se chargeait des chiens. Voilà, il a envié tous ces... Mais il écrit plusieurs fois à sa cousine Marguerite d'Archambon, il dit non mais franchement, brancardier, c'est... Mais bon, il se soumet et il le fait. Et très vite, le médecin-major, le docteur Sals, l'a repéré. Il a vu que c'était un homme qui faisait du bien au milieu des troupes, donc il le déclare caporal en surnombre. Et il peut œuvrer, il peut écrire, et il va être là où il faut. Et il se livre le soir, à la tombée du soir, des noctambulies, comme il écrit. Donc il écrit des choses. Et j'ai structuré ça en différents paragraphes. Il y en a un tout petit parce que on n'a pas trouvé le texte, mais il faut savoir que son premier écrit à ce moment-là, c'était sur le mal, la question du mal. Et on voit dans les lettres, j'ai écrit un texte sur le mal, mais ce texte, on ne l'a jamais retrouvé. Est-ce qu'il a été perdu? Est-ce qu'il l'a finalement détruit? Je ne sais pas. Mais parce qu'on dit souvent que le mal a été évacué, je pense que c'est pas qu'il l'ignore, mais qu'il voulait le dépasser. Et c'est une famille qui... il y a une de ses sœurs qui le dit, le mal n'était même pas nommé chez nous, c'est pas qu'ils ne le vivaient pas. Enfin, on voit, il y a eu des décès, ils ont perdu plusieurs enfants, les enfants en bas âge, mais des enfants aussi... il y en avait un, le frère aîné... qui se sent mal, qui rentre chez lui, officier de marine, et qui décède. Enfin, c'est une sœur partie en Chine en mission aussi. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas connu des deuils, mais on apprend à prendre sur soi, à ne pas se plaindre. C'est parlant des fois aussi les images. Quand on voit l'image des 4 frères, on voit 3 frères et un cousin. Ils sont debout, il y a les parents qui sont devant. Bon, le papa est un peu l'homme d'extérieur, et puis la maman, elle s'appuie même pas sur la chaise. C'est-à-dire, on prend sur soi, effectivement, et c'est pas... Le mal est quelque chose qu'on essaye de ne pas communiquer. Donc, premier écrit, c'est sur le mal, on ne l'a pas trouvé. D'autres écrits, il va... Oui, c'est le moment où ça pensée. Alors, on a parlé de jeunesse d'une pensée. Moi, j'ai appelé le chapitre jeunesse d'une vocation. Oui. Et il faut bien lire l'introduction. Marguerite Teilhard-Chambon l'explique très bien dans les lettres de guerre. Elle dit que c'est un franchissement d'un seuil, qu'il y avait une pensée avant, qu'il a été fasciné par l'Orient, par tout ce qui... Il parle du dedans et du dehors des choses. Ça, c'était avant. Et donc, Marguerite Teilhard-Chambon disait dans son introduction que peut-être qu'il abandonne un peu cette phase panthéiste pour, maintenant qu'il a trouvé ses Indes, son terrain d'évangélisation, peut-être qu'il y a un changement. Et donc, il a vu ce que pouvait faire une foule ensemble portée par une même idée. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. Donc, le mal, il y a l'anastasie du front est un cas à part. Cette idée de l'engagement, et puis aussi l'immersion dans la nature. Ce seuil, ce qu'il a vu en Orient, c'est ces points où la frontière est mince entre eux quand il parle du dedans et du dehors. Quand il est... ça peut être un paysage en Orient, mais ça peut être un paysage désolé au moment de la guerre, où les arbres sont réduits à l'état de poteaux, où c'est là qu'il commence la messe sur le monde. Donc il va reprendre après dans un paysage désertique. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous dites dans ce chapitre sur la guerre, s'il a eu très tôt l'intuition de l'esprit qui émerge de la matière, la guerre lui dévoile ses possibilités de l'élan collectif. On pourrait ajouter le milieu mystique, puisque effectivement, c'est là qu'il a commencé à son écrit sur la messe sur le monde. Donc, la guerre se termine, fort heureusement. Teilhard de Chardin va embarquer pour la Chine le 6 avril 1923. Il semble qu'il est très motivé puisqu'il écrit en février à Émile Licente « Je n'ose encore trop croire que c'est arrivé ».
et que nous roulerons ensemble notre bosse sur les chemins de la Chine. Alors, ça semble très positif, mais en fait, toutefois, ce n'était pas nécessairement un choix délibéré, ce départ en Chine. Pourriez-vous nous parler un petit peu justement des circonstances de ce départ et comment Teilhard l'a réellement vécu? Le premier départ est heureux, il est content de partir en Chine. C'est après que c'est peut-être moins choisi, mais le premier, si. Alors, il était professeur de géologie à l'Institut catholique de Paris. On en parle beaucoup, on lui a retiré son poste, il avait 6 élèves. Bon, c'est pas qu'il avait que 6 élèves, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde dans les universités. Au même moment, il y avait, à l'Université catholique de Lille, il y avait 500 élèves en tout. Il faut demander à Thierry Magnin combien d'élèves il a aujourd'hui. C'est beaucoup plus que 500. Donc, c'était pas passionnant ce qu'il faisait à l'Institut catholique de Paris. Et il n'y avait pas beaucoup d'élèves. La géologie, c'était pas non plus, il préférait peut-être la paléontologie. Et c'est surtout un homme de terrain. Quand on lui propose d'aller sur le terrain, bien sûr, il est partant. Et en même temps, il va regretter le milieu parisien, là où germent ses idées, là où il peut les partager avec d'autres. Donc, alors la Chine est venue à lui avant qu'il ne parte, parce que c'est Émile Lissan, le pionnier. Et je ne savais pas, je reviens là d'un voyage en Chine et j'ai vu le musée et je n'imaginais pas à quel point Émile Lissan avait travaillé. Les collections sont répertoriées, étiquetées, mais c'est un travail colossal qu'avait fait cet homme à partir de 1914. Il est parti avant la guerre. Il écrit en France, il demande de l'aide. Et on lui dit qu'il y a une guerre et qu'on ne peut pas, alors têtu, il veut vraiment quelqu'un. Il écrit au British Museum qui lui répond la même chose. Il réécrit encore en 1917 et Marcel Imboul lui dit la personne la plus indiquée c'est Teilhard de Chardin, mais le père Teilhard se bat courageusement sur le front, on verra. Et donc Lissan envoie des échantillons. Donc au retour de la guerre, Teilhard travaille sur les pièces qu'on lui envoie et donc il a très envie d'aller voir d'où viennent ces pièces qu'on lui met sur le bureau. Et donc c'est ce premier départ. Ce premier départ, d'accord. Voilà, il est très heureux de partir et pendant qu'il est là-bas, c'est là que survient cet incident où il y a un de ses papiers qui circule et qui arrive jusqu'à Rome. On arrive au problème qu'il a eu en 1920, enfin dans cette période 23-29. Il y a un durcissement du dogme avec la papauté de Pie XI et cet écrit qui effectivement arrive quelque part à Rome. Et Teilhard doit justifier sa vision de l'évolution, de transformisme en fait, plus que d'évolutionnisme, et il doit justifier que sa vision de paléontologue transformiste n'est pas hérétique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, je ne sais pas si on peut durcir le dogme. Le dogme, il bouge pas, en fait. C'est Pie XI qui... Je pense que c'est un raccourci. Pie XI se situe dans la lignée de Pie X et de Pie IX. Et puis après, il y aura Pie XII. Entre-temps, la période Benoît XV n'était pas du tout la même. Pie XI, oui, il y a un moment où les mesures se durcissent. Et en fait, les pères Jésus, la compagnie de Jésus, tentent de protéger les siens. Donc, voyant que il y a différentes personnes qui sont sanctionnées, ils font attention. Donc, quand ce papier arrive à Rome, le père Ledochowski dit est-ce que c'est un des nôtres qui a écrit ça? Il le fait examiner par des théologiens et il considère qu'il faut vraiment faire attention. Donc, Teilhard, quand il revient de Chine, on lui demande d'y retourner et de faire attention à ce qu'il écrit. Alors, est-ce que c'est très transformiste? C'était une note, c'est une proposition pour lire le péché originel autrement que... c'est pas qu'il veut modifier le dogme, même il propose qu'on puisse le lire d'autres manières. Et c'était amusant que dans le premier chapitre, la première mission, quand on l'envoie dire le catéchisme à des enfants, c'était déjà sur le péché originel. Donc, c'est un sujet qui est... On reviendra sur le polyphylétisme de Teilhard, effectivement. Et cette période, alors donc effectivement fin de la période, puisqu'en fait la croisière jaune c'est 30-31,
au départ, d'ailleurs, il n'était pas pressenti pour y participer. Ce n'était pas lui qui devait y aller. Et finalement, c'est lui qui participera à la Croisière jaune. Apparemment, c'est une expérience intéressante pour Teilhard, qu'il a aussi, que vous appelez le Teilhard explorateur. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu, là, de cette... Mais en fait, c'est le père Lissant qui devait y aller. Et c'est un homme très organisé qui a fait une liste de tout ce dont il avait besoin et il a fait peur. Alors que quand on a demandé à Teilhard, bon, il a réfléchi bien sûr, mais c'est un homme plus affable et qui était plus facilement adaptable à ce qu'on lui proposait. Donc c'est lui finalement qui est parti. Et oui, c'était une expédition. Bon, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a la croisière noire, il y avait la croisière jaune. Et il s'est surtout assuré qu'il y aurait la possibilité que ça ne serait pas une course de vitesse, qu'il pourrait s'arrêter pour prendre des échantillons, les examiner. Et c'est justement à ce moment, 1931, où son premier dossier arrive au Saint-Office. Les jésuites avaient réussi à le retenir jusque-là, mais c'est le père Gemelli qui ouvre un dossier Teilhard. Et donc, oui, le titre, c'est « Accusé d'évolutionnisme ». Et donc, le Saint-Office demande des renseignements à la Compagnie de Jésus, qui dit qu'il les livre volontiers, mais avec parcimonie. Ça arrive au compte-gouttes, et puis on leur demande d'interroger Teilhard. Et là, il y a un père jésuite qui dit « mais il participe à la Croisière jaune ». Et c'est vrai que c'est une expédition qui a été retardée. Ils devaient retrouver l'abbé Breuil sur le terrain où ils ont trouvé le synanthrope. Et ils ont été même bloqués à un moment donné. Il y a ce fameux épisode où il faut qu'ils arrivent à communiquer. Ils n'ont pas de radio, donc ils lèvent un drapeau. Ils ont fait croire aux Chinois qui les retenaient qu'il fallait qu'ils fêtent l'anniversaire, le centenaire de la République. Donc ils mettaient de la musique pour qu'on n'entende pas qu'ils étaient en train de communiquer par radio. Et ils ont mis à fond une chanson à la mode de Lucienne Boyer. Donc pendant que le dossier de Teilhard est examiné à Rome, lui, il est quelque part entre le Turkestan et j'en sais où, en train d'écouter Parlez-moi d'amour sous l'antenne. Donc c'est deux mondes vraiment très, très différents entre Rome et puis Oui, cet explorateur. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pendant la Croisière jaune, en fait, il y a un climat un peu difficile. Je dirais, vous avez parlé effectivement du fameux dossier d'accusation d'évolutionnisme du Saint-Office, en fait, qui a été dossier qui a été ouvert juste après qu'il ait fini le phénomène humain. Et donc, c'est ce que vous appelez entre reconnaissance et suspicion. Reconnaissance du temporel, parce qu'en fait, il est quand même, je dirais, de plus en plus reconnu comme un paléontologue et un géologue, je dirais, imminent, et donc par la communauté scientifique, et suspicion montante, en fait, par le spirituel, qui n'est pas vraiment étonnante. Vous l'avez évoqué. D'un côté, effectivement, il est amené à avoir une vision. Alors il parle beaucoup de phylum et donc de polyphylétisme versus le monogénisme, donc péché originel. Donc en fait, forcément, ça le met à mal vis-à-vis de Rome. Donc, oui, parler un petit peu de cette période où il a dû quand même été beaucoup se défendre quand même, ou être défendu par d'autres. Alors en fait, c'est son amitié avec Édouard Leroy qui fait que le dossier est ouvert à son nom, parce que Édouard Leroy explique dans ses cours et dans ses livres qu'ils travaillaient ensemble, qu'il doit beaucoup à Teilhard de Chardin. Donc c'est lui qui a attiré l'attention sur Teilhard. Édouard Leroy a vu 4 de ses livres mis à l'index en 1931. Mais pas Teilhard, déjà parce qu'il a toujours été interdit de publier, donc on n'en met pas des photocopies à l'index. Il faut qu'il y ait un livre, il n'y avait pas de livre. Et parce qu'à chaque fois, la compagnie est là pour expliquer qu'ils vont essayer de lui dire de ne pas faire circuler ses papiers. Et ils essayent de le canaliser, mais c'est pas toujours facile, parce qu'il n'arrive pas à refuser un écrit à quelqu'un qui en aurait besoin. Le monogénisme, oui, ça c'est des questions. En fait, Teilhard s'en est expliqué dans un petit papier qu'il publie en 1950. Enfin, il fait diffuser après l'encyclique. Il rend public en fait autour de lui. Et il y a deux
le monogénisme et polygénisme, c'est dans le domaine de la théologie, et le monophylétisme et le polyphylétisme est dans le domaine de la science. Alors bon, il n'y a pas besoin d'expliquer mono, poly, tout le monde comprend, c'est un ou plusieurs. Donc le monogénisme, ça veut dire que l'humanité est issue d'un couple, un seul. Polygénisme, ça serait qu'il y aurait eu plusieurs couples. De l'autre côté, la science parle plutôt de phylétisme, donc c'est pas gens, c'est pas des couples, c'est des branches, des rameaux. C'est une racine grecque, c'est pas le philéo comme Philadelphie ou Philatélie avec un i, c'est un fil comme d'un chlorophylle avec un y. C'est la tige de laquelle on sortirait l'humanité. Donc les scientifiques voient plusieurs tiges ou une seule. Donc on ne peut pas opposer un terme d'un côté à un terme de l'autre. Donc Teilhard le dit, on va laisser aux théologiens se débrouiller avec le monogénisme. Mais il explique, il dit quand même, pour un scientifique, c'est très difficile d'accepter que toute l'humanité vienne d'un seul couple, mais en même temps, on ne peut pas prouver qu'Adam n'a pas existé, parce qu'on ne le trouvera pas. Et comment on saurait que c'est lui donc il dit, voilà, on laisse ça aux théologiens. Les scientifiques vont s'occuper du polyphylétisme, ou ce sont deux... Il n'y a pas d'opposition, mais il ne faut pas mélanger l'un avec l'autre. Et en fait, c'est ce point-là qui a été, qui est dans Humani Generis, c'était le sujet qui relie à Teilhard de Chardin. D'accord. On va passer maintenant, donc la soirée avance, on va passer maintenant à la Seconde Guerre mondiale, donc en fait à son deuxième voyage en Chine. Il va se retrouver, effectivement, la Chine qui est occupée par les Japonais. Il va se retrouver un petit peu immobilisé, confiné. C'est une période assez difficile en Chine. Donc en Europe, c'est la guerre mondiale. Là encore, il aura des détracteurs. On va lui reprocher d'être trop mondain, finalement de pas uniquement être jésuite, on va dire, et un bon jésuite. Mais par contre, c'est une époque où il va beaucoup écrire, comme il est un petit peu coincé. Écrire sur le Christ, sur l'évolution, sur le progrès. C'est là où il écrit le Christ évoluteur, le christianisme et l'évolution. Alors, cette période on va dire, cette deuxième période chinoise de la guerre, de confinement, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est marrant d'avoir appelé ça le deuxième voyage en Chine. Oui, c'est une deuxième période parce qu'il oscille, il fait au moins 10 voyages. Temps, ouais. Et à l'époque, c'est un mois complet de bateau. Ça lui permet d'écrire. Oui, il écrit tout le temps en bateau. Oui, il oscille entre la France et la Chine. Et là, c'est, quand vous dites le deuxième voyage, c'est la deuxième période en Chine qui n'est pas tout à fait la même. Il ne pensait pas y rester. Hein. C'est la guerre qui éclate. Il se retrouve en Chine à ce moment-là. Et effectivement, oui, une vie mondaine. Alors, oui, il a été dénoncé. Il y a des tapis, il y a des fauteuils. Il va dîner beaucoup trop en ville. Et en fait, quand il a fallu décider, parce que ça remettait en question son retour en Chine par la suite. Et les pères qui étaient près de lui, ils disaient, mais oui, mais quand même, c'est... Enfin, ils essayent d'expliquer à Rome que c'est aussi un moyen d'évangéliser. Et par la suite, il y avait un autre jésuite avec lui, Pierre Leroy. Et Pierre Leroy a été blessé au genou, il a dû être opéré. Et Teilhard écrit à Rome en disant, mais la preuve, il est hospitalisé, c'est un défilé, les gens viennent beaucoup le voir. Donc c'est que ça a un effet. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. J'avais trouvé cette lettre citée dans la biographie de l'abbé Breuil par Arnaud Hurel. Il explique que l'abbé Breuil prend le train et dans le train, il se trouve à un endroit où immédiatement il pourra travailler. Et il dit, je ne comprends pas, Teilhard, il va parcourir tout le train et saluer tout le monde. Il dit, mais après tout, c'est ça qu'il fait, il déchiffre des gens. Donc c'est son contact avec les gens, c'est toujours l'évangélisation. Donc passer des soirées en ville, c'est pas justement pour aller faire un dîner agréable, c'est que c'est sa manière à lui d'entrer en contact avec les gens. Alors qu'il soit obligé d'écrire, oui, il peut pas aller sur le terrain.
Donc il est un petit peu obligé, je pense qu'il y pensait depuis longtemps à ce livre, mais il faut trouver le moment, il faut trouver... autant pendant la Première Guerre mondiale, il y avait l'aiguillon de la mort, et que son œuvre est née là, et c'est le point culminant de sa carrière, c'est la Première Guerre mondiale, parce qu'il ne savait pas s'il serait encore vivant le lendemain, et puis les idées fusent, et c'est vraiment très très riche. Là, la deuxième, il va mettre par écrit enfin ce phénomène humain, parce qu'il ne peut pas aller sur le terrain. D'accord. Il revient donc en France en début 1946, après à la fin de la guerre. Et là, c'est la période du chapitre 5 de votre livre, la période 46-50, période qui est marquée par la confrontation avec de la vie, enfin de Teilhard, avec la vie intellectuelle de l'après-guerre, donc beaucoup d'effervescence. D'une façon plus générale, vous l'aviez évoqué, l'école française est très forte. Donc en fait, c'est aussi un peu l'opposition de la pensée catholique française par rapport à la pensée romaine, qui aboutira, semble-t-il, à l'encyclique Humani Generis. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu tout ça? C'est un peu compliqué tout ça. C'est quel chapitre? C'est le 5? Comment? Le chapitre 5, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le chapitre 5. Oui, c'est ça. Il y a des chapitres, des fois on cherche des sources, on manque d'informations, et des fois on est noyé par les informations, donc il faut établir des priorités, des typologies. C'était un peu le cas de ce chapitre, un chapitre difficile, et en plus avec l'encyclique. Alors, cette encyclique Humani Generis, on en parle depuis des années. Quand je suis allée en parler avec le professeur Étienne Fouillou à Lille, il m'a sorti un carton dans lequel il avait des pages et des pages d'hypothèses, en essayant de savoir ce qu'il y avait dans cette encyclique. Et donc, enfin, les archives sont ouvertes et on découvre, bon, c'est pas des clercs qui se réunissent un jour et se disent, nous allons écrire Humani Generis. C'est pas du tout comme ça que c'est passé. En fait, c'est parti d'un rapport. On savait que la France était un pays inquiet, où il se passe beaucoup de choses, et la Compagnie de Jésus envoie un père jésuite faire un rapport. Il l'envoie en France, le père Danis, et il revient à Rome avec un rapport qui vient d'être trouvé. Donc on attend d'un jour à l'autre l'article d'Étienne Fouillou qui a trouvé le fameux rapport Danis. Et on ne sait pas comment ni pourquoi ce rapport d'Anis est le fil conducteur de l'encyclique Humani Generis. Donc c'est une liste d'activités inquiétantes. Et donc, dans un premier temps, des membres du Saint-Office se réunissent pour faire une instruction. Une instruction, c'est un document un peu moins solennel que l'encyclique. L'encyclique, il faut la signature du pape. Pour l'instruction, c'est pas la peine. Et donc, ils essayent de remettre un peu d'ordre. Et puis, au fur et à mesure des projets, il y a l'instruction 1, l'instruction 2. Ça prend de l'ampleur, et on voit que tous les problèmes, c'est toujours des jésuites français. Il n'y a pas Chenu, il n'y a pas Congar, il n'y a pas... Et donc l'encyclique porte le nom de Gallia dans un premier temps, donc c'est la France. Ce n'est que progressivement qu'on va gommer toutes ces traces, donc on ne va pas dire que c'est la France, on va prendre Humani Generis comme titre, et au dernier moment, le pape a dit c'est pas la peine de mettre les noms. On va faire une liste d'erreurs, effectivement, mais on ne va pas insister sur le nom. Donc, on n'avait jamais su. Évidemment, ça parle de monogénisme. Donc, on pensait à Teilhard de Chardin, mais on n'en était pas sûr. Et donc, on sait maintenant, on a des noms en face de chacune de ces lignes-là. Et on sait à qui ça faisait référence. Mais bon, c'était... Alors, ce que j'ai appris, et ça, c'est pas dans le livre, c'est dans un colloque où j'ai participé au mois d'octobre à la Villa Vigoni. On était plusieurs chercheurs, et là, il y a une chercheuse allemande qui nous a expliqué qu'elle cherchait autre chose, et elle est tombée sur un dossier. Il y avait une autre encyclique, Pie XII, après Humani Generis, était sur le point d'en signer une encore plus stricte, mettons les choses vraiment au point, et elle était prête, et Pie XII est décédé. Donc, elle nous a montré le contenu, on a vu ce qu'il y avait dans cette encyclique-là, qui n'a pas eu lieu parce que le pape est décédé. Donc, ce n'était pas encore suffisamment strict. Il y avait une suite. D'accord. En cette période, il y a un livre qui va apparaître, et là, on va
va faire un peu... je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la désinformation dont on parle beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il y a un livre un écrit qui s'appelle L'évolution rédemptrice du père Teilhard de Chardin, qui n'est pas de Teilhard de Chardin, et qui est, je dirais, un exemple même de désinformation de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre, L'évolution rédemptrice du père Teilhard de Chardin? Alors, c'est un petit livre qu'on a à la Fondation Teilhard de Chardin. J'en parle plus ça, c'est la biographie est parue en 2023. En 2022, j'avais publié un livre. Je vois ils l'ont amené aussi l'édition Salvator, et j'explique exactement ce qui s'est passé avec ce petit livre. En fait, c'est un faux. Oui, l'idée de diffuser des papiers sous le manteau. Il y a eu des bénéfices, effectivement. Si Teilhard ne pouvait pas publier, il y a des gens qui ont pu connaître ses écrits. Bon, il fallait quand même être près des personnes qui connaissaient Teilhard. On n'avait pas les polycopier si facilement que ça. Mais ça circule, et il y a eu 2 incidents. Le premier, c'est quand ça arrive à Rome, et le deuxième, ça, c'est ce petit pamphlet. Ce sont des intégristes qui ont fait ça. Alors, je précise que c'est pas une insulte. Intégriste, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. On les appelle, après Vatican II, on les appelle plutôt des traditionalistes. Et si on est sympa, on les appelle des tradis. Intégristes. En plus, si on lit Jean Madiran, lui, il dit qu'il n'a pas besoin, c'est des catholiques, les vrais, c'est les autres qui ont bougé. Il y a eu des progressistes après eux, mais eux, c'est les catholiques de toujours. Donc on va les appeler intégristes parce qu'il faut qu'on se comprenne. Donc là, c'est un petit livre qui prétend étudier l'œuvre de Teilhard. Et déjà la couverture, là je crois que je ne parle que de la couverture. Normalement, oui, vous voyez un livre, il y a le nom de l'auteur en haut. Donc là, il y a quelques croix, 4 ou 5 croix rouges, il n'y a pas d'auteur. Oui, et ensuite, il y a le titre un peu plus bas. Donc l'évolution rédemptrice, disons police 14, du père Teilhard de Chardin, police 10. Donc on croit que c'est le titre et l'auteur. Mais en fait, non, c'est un livre anonyme. Bon, je crois que j'en dis pas plus, mais à l'intérieur, ça continue. Étant donné que l'œuvre de Teilhard n'est pas publiée, donc l'auteur dit « je vais vous montrer quelle est l'évolution de cette pensée », et il va prendre les œuvres de Teilhard, maintenant pas compte des dates, donc il met le milieu divin à la fin, donc toute l'explication est fausse, puisqu'il explique l'évolution d'une pensée qu'il a prise à rebours. Mais bon, Teilhard ne peut pas protester non plus. Oui. Et oui, c'est un petit livre. Alors l'auteur, on a accusé pendant longtemps Louis Junier d'avoir écrit ce livre, et on l'accuse, et le pauvre, il s'est battu pendant des années. Il a dit mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. On l'accuse parce que c'est quand même lui l'inventeur du mot, enfin le premier à écrire teilhardisme dans un article de presse en février 1956. C'est dans un article de Louis Junier. C'est quand même un grand contradicteur de Teilhard, et on pensait que c'était lui. Mais non, c'est pas lui. Ce n'est qu'en 1981, dans une lettre entre Teilhard et Jeanne Mortier, qu'on apprend le nom de l'auteur qui a laissé accuser Junier pendant des années. Il ne s'est jamais dévoilé. C'est Luc Lefebvre, c'est les hommes de la pensée catholique, hein, ouais, qui avaient publié ce petit livre. Ouais, c'est des techniques, bon, c'est de bonne guerre. Enfin, je trouve que ça ne manque pas d'imagination. Bon, je n'ai pas à prendre parti, mais moi, ça m'amuse. Genre, il y a quelques années, je devais présenter le cirque et le manège à Reims. Je faisais pour les journaux du patrimoine. On me dit, vous allez présenter le cirque. Bon, très bien. Je regarde l'architecture octogonale, enfin, les côtés, les foulées de cheval, voilà, très bien. Et je dis, il me faudrait un petit peu d'histoire. Et là, j'apprends qu'on y faisait des conférences. Et il y avait une conférence par un progressiste qui devait être donnée ce soir-là. Et les intégristes n'étaient pas d'accord. Et je trouve cette manière de réagir très originale. Au lieu de se mettre devant la porte, de crier avec violence, non, ils sont allés à la gare chercher le conférencier. Ils lui ont dit « Monsieur, votre voiture est là ». Et ils l'ont promené dans toute la Champagne. Il a vu tous les villages de Champagne, et les gens n'ont jamais eu leur conférence. Et c'est... Bon, ça manque pas d'idées. Oui. Ils lui ont pas fait de mal, hein. Il a fait une bonne promenade, mais quand il est arrivé, il n'y avait plus personne. D'accord. Donc,
Teilhard de Chardin, donc en fait, va continuer. On va arriver à la fin de sa vie, sa dernière période en fait de sa vie, qui est la période américaine en fait. Donc de 1950 à 1955. Il va continuer à voyager, faire en Afrique du Sud en particulier, et décédera donc le jour de Pâques 1955. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette dernière période de Teilhard? Alors, il a été un temps à Paris, mais on s'est rendu compte que ça produisait des remous. Hein. Il y a un aumônier qui disait, si vous voulez une salle comble, invitez Jean-Paul Sartre ou Teilhard de Chardin, vous êtes sûr de remplir. Oui. Et bon, il s'est trouvé, il y a une fondation, la fondation Werner Guren Foundation, qui le soutient, qui finance ses voyages en Afrique du Sud. Et il a été 2 fois voir le site des Australopithèques. Et entre-temps, il s'installe aux États-Unis où il a beaucoup de contacts. Et c'est entre autres la rencontre avec Flannery O'Connor, qui est une écrivaine extraordinaire, une écrivaine qui élève de Pan dans sa maison et qui écrira un livre, Tout ce qui monte converge, après, dans les années 60. Non, c'est une période vraiment intéressante. Mais alors, le début, alors la fin du livre, c'est un peu le début du livre que je suis en train d'aménager pour écrire. C'est la mort le jour de Pâques, c'est quand même extraordinaire. Très symbolique. Oui, oui. Et c'était pour moi le point de départ de l'histoire du teilhardisme. Et par rapport au structuralisme, je ne sais pas si... Enfin, la fin des structuralistes, on croirait une malédiction. Il y a, en 1979, je crois que c'est Nikos Poulantzas qui saute par la fenêtre en criant « Je n'ai pas trahi Pierre Goldman ». En 1980, Roland Barthes est écrasé par le camion de la blanchisserie rue des Écoles. En 81, Althusser étrangle son épouse et finit en prison. Peu après, Lacan est mort aphasique dans un hôpital. Et enfin, Michel Foucault, qui finissait une histoire de la sexualité, est mort du sida en 1984. Donc ça, c'est la fin des structuralistes. Et l'historien du structuralisme, François Hados, parle de naufrage collectif. Alors que la fin de Teilhard, c'est une apothéose. Enfin, c'est ce clin d'œil de la Providence qui fait qu'il est mort le jour de Pâques. Et en plus, on l'a pas vu vieillir. Bon, c'est sûr, pour les proches, c'est triste, il s'effondre et on n'a pas pu lui dire au revoir, mais on ne l'a pas vu vieillir, être en fauteuil roulant ou perdre la tête. Enfin, c'est un homme d'action qui reste un homme d'action jusqu'au bout. Et donc il est mort soudainement, et la fin de la biographie de Claude Queneau, il est emporté dans un char de feu, comme le prophète Élie qui barre. Donc c'est le début d'une nouvelle vie, en fait. D'accord, merci. Je crois que effectivement, nous avons balayé un petit peu toute la vie, la bibliographie de Teilhard. Il y a quand même un thème, peut-être qu'on pourrait aborder avant de conclure, c'est la relation de Teilhard et des femmes et du féminin en règle générale, tout au long de sa vie. Bon, ça m'étonnait qu'on n'y arrive pas. Est-ce une question qui vous préoccupe particulièrement? Non, mais en fait, on a beaucoup dit que Teilhard était inspiré. En fait, il a des relations, je dirais, sa cousine avec qui il échange beaucoup. Il a eu plusieurs femmes qui ont joué des rôles importants dans l'évolution de sa pensée, dans sa vie. Donc, et L'Éternel féminin est un livre remarquable, donc un écrit remarquable. Donc, en fait... Oui. Alors, en y regardant après coup, je pense qu'il y a une femme par chapitre. Et c'est tout à fait la vie d'un homme. Il y a sa mère au début, il y a Rhoda de Terra à la fin qui s'en occupe. Elle achète ses billets d'avion, elle l'oblige à faire la sieste. C'est des femmes qui interviennent dans sa vie, et il y en a vraiment qui ont un rôle très, très important. Et il ne faut pas oublier la correspondance aussi à laquelle je faisais allusion au début. Oui, l'Éternel féminin. Alors, l'Éternel féminin, c'est un des rares livres, je crois que c'est le seul qui a été dédié à Béatrice Dante. Dante. Mais l'Éternel féminin, c'est Goethe aussi.
alors, je suis désolée, je prononce mieux le polonais que l'allemand, c'est un peu étrange, mais c'est Goethe écrit das Weiblich, das ewig Weiblich, et il ajoute à l'éternel féminin ce qui nous élève, zieht uns hinan. Donc, je pense que c'est cette idée qu'il avait du féminin et de le fait de ne pas être à deux dans la correspondance. Ils étaient trois, ce qu'il avait appris chez les jésuites. Donc, dans toute sa correspondance avec les femmes, il y a cette idée de que l'éternel féminin nous élève. Et c'est cela qu'on lit dans sa correspondance. Alors, si on continue un peu dans... Je relisais... Le livre sur la période après le théillardisme. Mais je pense que si on revient toujours à cette question des femmes, c'est parce qu'elle a été peut-être occultée pendant longtemps. Je lisais ça chez Édith de la Héronnière, qui a traduit les lettres de Teilhard à Lucille Swann. Elle dit mais toutes les lettres de Teilhard avec des prêtres, on les a à peu près en entier. Les lettres avec des femmes ont été toutes coupées. On n'arrive pas à les avoir en entier. Donc le fait d'avoir voulu occulter des choses pendant des années, ça ne fait qu'attirer l'attention. Donc je pense que j'ai restitué la vie d'un homme qui n'est pas cloîtré, il est dans le monde, donc c'est normal qu'il rencontre des femmes. Et il en a croisé de vraiment importantes dans sa vie qui lui apportent beaucoup intellectuellement. Et on voit la réaction, je lisais hier, en 1967, il y a eu encore, vous qui aimez les faux, il y a eu un faux texte de Teilhard sur les femmes qui a circulé. Le féminin est l'unitif, mais c'est une abomination, donc ça a circulé en disant, regardez, on a trouvé un nouveau polycopié de Teilhard parce qu'on accusait Jeanne Mortier de ne pas avoir tout publié. Et c'est vrai qu'elle ne pouvait pas tout publier la première année. Et donc, il y a des intégristes qui ont sorti un faux polycopié de Teilhard sur les femmes. Et puis, enfin, il y a on ne respecte plus rien à la fin. Il y a deux disciples d'Althusser qui se sont amusés à avoir des propos obscènes dans tout ce qui Monde converge. Enfin, on arrive à des choses aberrantes. Donc, je pense que c'est le fait d'avoir tronqué les lettres pendant longtemps, d'avoir voulu occulter des choses qui fait imaginer qu'il y a des choses... Bon, j'ai eu accès aux lettres d'Hydaatride qui avaient été lamentablement coupées. Je les ai épluchées et il n'y avait vraiment rien à cacher. C'est juste qu'on n'avait pas envie à ce moment-là de les montrer telles qu'elles étaient. Et peut-être que... Bon, je vais peut-être finir en musique. Alors, peut-être avant de finir, effectivement, de finir en musique, peut-être s'il y a une ou deux questions de la salle que vous voulez poser, ou je ne sais pas sur la régie s'il y a des questions. Non, pas de questions. Donc, oui. Alors, non, je ne l'ai pas croisé du tout. C'est vrai que je n'ai pas tout mis. Hein. On parlait dernièrement de Mounier. Il y a une lettre avec Emmanuel Mounier, que je n'en parle pas parce que c'est une biographie très, très courte. Mais avec le maître, je n'ai pas vu d'échange. C'est dommage qu'il n'y ait pas Dominique Lambert. On lui demanderait... Non. Hein. Non, je n'ai pas l'impression, effectivement, qu'il y ait vraiment eu d'échange avec Georges Lemaître. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, alors nous allons conclure et effectivement par un épisode musical comme nous avons introduit la soirée. Mais avant cela, je voudrais rappeler que le Centre Teilhard de Chardin ne reçoit aucune subvention publique. Nous comptons donc effectivement entièrement sur les fonds privés pour poursuivre la mission du centre et développer les activités. Pour soutenir le centre, donc, vous pouvez faire des dons en cliquant sur le lien qui est sur la description de la vidéo pour les gens qui nous suivent sur la vidéo. Et malheureusement, nous allons devoir clore la vidéo et nous ne pourrons pas retransmettre. Mais merci beaucoup pour cette explication. Merci beaucoup pour cette bibliographie passionnante. On attend la prochaine. Alors, Teilhardisme, cette fois-ci. Mais merci de m'avoir invité. Et puis d'avoir... Vous êtes même allé jusqu'à acheter un piano pour
pour l'occasion. Moi, j'espère qu'il pourra resservir par la suite. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour Teilhard? Oui. Donc, eh bien, écoutez, merci. Et peut-être maintenant... Alors, ceux qui veulent peuvent écouter, parce qu'il y a des enregistrements de cette pièce. Je pensais jouer une pièce de Granados, qui lui, n'a pas fait la Première Guerre mondiale, mais il est mort. Il est mort en 1916. Il était sur un bateau. Il revenait de sa création de Goyescas aux États-Unis. Et son bateau a été torpillé. Et on raconte, je ne sais pas, parce que j'ai deux versions. Il y a une version qui dit qu'il avait réussi à trouver une petite barque, il a vu sa femme se noyer, il a sauté pour la sauver, ils sont morts noyés tous les deux. Après, j'ai d'autres versions, mais une musique romantique que je trouve qu'elle est bien avec Teilhard. On parle toujours des femmes avec Teilhard, on y arrive toujours, et c'était votre dernière question. Et je pensais... On lit dans les lettres de Lucille Swann, elle se plaint à chaque fois qu'il ne s'est rien passé. Elle le regrette. Et c'est peut-être la preuve qu'il ne s'est rien passé, parce que sinon elle aurait arrêté de regretter. Je pensais jouer les plaintes d'une femme, donc la Maja y el Ruiseñor de Granados, une femme qui se plaint et qu'il n'y a qu'un oiseau qui vient à sa fenêtre qui peut la comprendre. Merci. Donc voilà, aux amours impossibles, on va dire. Merci beaucoup. Et nous...